Dans cette vidéo, on va voir comment automatiser le suivi du paiement des factures clients de manière à pouvoir connaître à tout moment et de pouvoir mettre également en évidence des factures qui sont en attente de paiement ou plus précisément des factures qui connaissent un retard de paiement. On va se servir pour cela de l'outil Power Query et vous allez voir que vous pourrez également répliquer la même chose pour le suivi des factures fournisseurs ou encore pour suivre d'autres opérations en entreprise qui exigent une attention rigoureuse portée sur les délais. Alors, sans plus tarder, on y va. Je vous présente dans un premier temps comment les fichiers se trouvent dans mon ordinateur relatifs justement à ces factures. Nous avons ici le tout premier classeur qui comporte sur sa première feuille de données le listing des factures qui ont été éditées, émises et transmises tout simplement au client, n'est-ce pas? On a ici la date de la facture, le numéro client, le code du produit, le montant facturé et puis le numéro de la facture. Et là, c'est une information clé ici, ID invoice, le numéro de facture, parce qu'on devra par la suite croiser cette information, cette clé. Il faudrait que on s'en serve pour approcher cela avec ce qu'on a sur le second onglet, celui des paiements. Donc ici, ce sont les paiements qui ont été reçus et ces paiements, on les identifie par le numéro de facture relatif. C'est pourquoi je vous dis, c'est une information importante dont on va se servir dans Power Query pour rapprocher les deux tables de manière à mettre en évidence justement les factures qui sont en retard de paiement. Power Query, comme vous le savez déjà, c'est un outil de business intelligence développé par la société Microsoft pour pouvoir justement établir une connexion simple et évidente avec les sources de données, qu'elles soient locales sur votre disque dur ou tout simplement externes, et ensuite de les transformer pour obtenir un produit fini qui va nous servir plus tard pour prendre par exemple des décisions importantes au sein de l'entreprise. Donc, en ce qui nous concerne, ce qu'on va faire, je vais créer un classeur complètement vierge en appuyant sur les touches CTRL N. On va ouvrir ici un classeur Excel et c'est dans ce classeur qu'on va configurer tout simplement notre fichier de rapprochement des factures qui ont été émises d'une part et puis des factures qui connaissent un paiement d'autre part. Je vais donc aller dans l'onglet données. Ensuite, on vient sur le groupe récupérer et transformer des données. Vous venez ici sur obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur, parce que justement, mes données se trouvent actuellement hébergées dans un classeur Excel. On ira donc dans le répertoire qui contiennent ces données, n'est-ce pas? Alors, les données sont dans le classeur Invoice V1. Je vais tout simplement cliquer sur Importer. J'ai ici la fenêtre d'importation qui m'affiche le contenu de ce classeur Excel. Vous avez donc ici deux tables. Vous avez ici des icônes de tables. La première table, c'est tes factures. La deuxième table, tes paiements. Exactement ce que je vous ai présenté il y a un instant. Et puis en dessous, on a les feuilles qui contiennent ces tables. On va tout simplement cliquer ici, ensuite venir sur transformer les données. Vous avez donc l'éditeur Power Query qui s'ouvre et vous permet de voir les caractéristiques des données que vous souhaitez tout simplement importer. Alors moi, je souhaite faire un filtre ici sur les tables puisque je souhaiterais uniquement retenir les tables sur lesquelles je vais travailler. Et je préfère donner déjà un nom à cette requête. Ça, c'est une pratique hyper importante dans Power Query. Il est important, lorsque vous bossez, d'attribuer un nom suffisamment intelligible à chacune de vos requêtes. Ça vous permet ensuite de savoir sur quelles données vous travaillez. Et ça vous permettra de facilement fusionner vos requêtes, de les combiner ou de faire d'autres travaux dessus parce que vous savez exactement quel est le type de données qui se trouve dans la requête concernée. Donc ici, je vais mettre RQ pour dire qu'il s'agit d'une requête et je souhaite ici l'appeler requête source parce que je vais uniquement créer cette requête qui va me servir de connexion avec mon classeur pour que demain, si j'ai un classeur différent et que je souhaite faire exactement le même rapprochement, que je puisse tout simplement changer la source des données et puis d'actualiser, n'est-ce pas, pour avoir le résultat du travail de rapprochement. On va donc l'appeler requête source et je vais établir une référence avec cette requête pour développer ensuite une seconde requête qu'on va appeler requête facture, n'est-ce pas? Appelons cette seconde requête, requête facture. Et ensuite, on va créer une troisième requête par référence avec la requête source
qu'on va appeler tout simplement requête paiement, n'est-ce pas? On va croiser les paiements d'une part avec les factures d'autre part. J'ai mis paiement au pluriel. Je vais également mettre facture ici au pluriel avec un S. Alors, revenons sur la requête des factures. Cette requête des factures va être spécialisée dans le traitement des données relatives uniquement aux factures. Si je clique ici, vous pouvez déjà visualiser le contenu de la table des factures. Si je viens donc ici en dessous, vous avez la présentation qu'on a vue à l'introduction de la vidéo, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on aura la date, le code client, le code du produit, le montant de la vente et puis le numéro de la facture. Je vais donc réduire cette partie de l'écran et je vais développer la table relative aux factures. Et voilà que j'ai dans ma requête facture le contenu ici, n'est-ce pas, de l'ensemble de mes factures clients. Je vais donc venir sur la requête relative au paiement, n'est-ce pas? Et je vais donc développer uniquement la table contenant les paiements dont on peut avoir ici un aperçu en dessous. On aura uniquement le numéro de facture et puis les montants des paiements qui ont été reçus. Je développe donc cette table en cliquant juste ici. Vous allez voir que lorsque j'approche mon curseur sur cette cellule contenant la table, eh bien, je suis là sur la colonne data. Ça contient donc les données que je peux développer afin de voir le contenu de la table. Vous voyez qu'effectivement, l'icône, il change. Il se présente avec une petite main, n'est-ce pas? Je vais donc cliquer dessus pour avoir le contenu de la table des paiements. À ce niveau, comme j'étais en train de le souligner tout à l'heure, le point commun qu'il y a entre ces deux requêtes, entre la requête des factures et la requête des paiements, c'est bel et bien le numéro des factures qui va donc nous servir de clé de rapprochement. Il convient qu'à ce niveau, on puisse créer une requête justement de rapprochement. Je vais donc faire un clic droit, n'est-ce pas, nouvelle requête. Ensuite, je viens sur combiner et je prends la peine de fusionner les requêtes comme nouvelles. Je vais donc fusionner quelle requête? On va fusionner premièrement la requête des factures. Et puis en dessous, on va prendre la requête des paiements, n'est-ce pas? Et puis la clé de rapprochement, c'est quoi? C'est le numéro de facture. Maintenant, pour pouvoir rapprocher les deux requêtes, vous allez choisir un type de jointure adéquat. Sur Power Query, il y a 6 types différents de jointures et c'est important de savoir quel rôle joue chacun des types de jointures afin de retenir le type qui est approprié en fonction du travail que l'on souhaite effectuer. Sachant que nous souhaitons tout simplement faire apparaître dans la première requête les montants des paiements déjà reçus, le type de jointure qui va nous correspondre ici, ce sera le type de jointure externe gauche. Je vais donc retenir ce type de jointure. Ensuite, je vais cliquer sur OK, tout simplement. Et puis, vous allez remarquer un changement. Le premier changement, c'est quoi? C'est que nous avons ici la création d'une requête nouvelle, qui est la requête de fusion par défaut. Le nom qui est donné à cette requête, c'est fusionner 1. On peut tout simplement lui redonner un nom. On va l'appeler RQ, requête fusion, par exemple, ou encore requête rappro, n'est-ce pas? Pour dire requête rapprochement. Je vais donc maintenir le bouton Shift appuyé. Donc jusqu'ici, vous avez ici le contenu de la requête des factures. Et puis ici à droite, vous avez les données correspondantes venant de la requête des paiements. Alors si je clique ici, vous verrez que pour chaque ligne, Power Query m'a fait correspondre une ligne appropriée en fonction du numéro de facture tel qu'il a pu le relever dans la requête des paiements. Si je clique ici, vous avez juste là en dessous l'aperçu de cette table, n'est-ce pas? Ici, vous avez le numéro de la facture, ID Invoice, et puis là, vous avez le montant et vous allez remarquer que les montants correspondent exactement. C'est 1 944 000, exactement le même montant que vous avez ici. Ce qui signifie que pour cette facture, on peut confirmer que cette facture est déjà intégralement payée. Maintenant, si je prends cette deuxième situation, lorsque je clique ici, vous avez ici en dessous combien? 53 600. Donc ici, vous avez une facture qui est partiellement payée parce que le montant de la facture, eh bien, c'est supérieur à cette valeur. C'est bel et bien 266 700. Donc, vous avez des cas comme ça où la facture est payée partiellement. Et vous avez également des cas du côté de la table paiement où la table, elle est tout simplement vide. Hein, ce qui signifie tout simplement que la facture n'est pas du tout payée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer la requête, la partie requête paiement de manière à faire apparaître ici. Je vais décocher ID Invoice. Je décoche donc le numéro de facture puisque c'est une information
que j'ai déjà, je vais retenir uniquement le montant, n'est-ce pas, qui a été reçu en guise de paiement. Et puis, je vais laisser cocher, utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe de manière à pouvoir faire clairement la différence entre le montant reçu, n'est-ce pas, en guise de paiement et puis le montant qui a été facturé. On va donc cliquer ici sur OK. Et là, nous avons le développement de cette partie qui a été effectuée et nous avons ici pour chacune des lignes les paiements qui ont été reçus. Je vais donc faire un clic droit parce que là, vous avez des valeurs qui sont ici en nul. Et vous savez pertinemment que dans Power Query, on ne peut pas faire des opérations arithmétiques avec des valeurs nulles. Je vais sélectionner cette colonne, je fais un clic droit. On va remplacer les valeurs nulles par 0 tout simplement, ce qui nous permettra d'effectuer des calculs dans cette cellule qui n'ont pas d'informations de paiement et pour lesquelles les factures n'ont pas été payées tout simplement. Remplaçons nul par 0, je vais cliquer ici sur OK. Et puis, je suis intéressé de faire la différence entre les deux valeurs. On va faire une différence entre le montant de la facture et puis le montant du paiement de manière à faire apparaître nettement la différence sur une colonne séparée. Ça va beaucoup nous être utile pour avoir le statut de la facture, de pouvoir identifier facilement quelle est la facture qui est payée, quelle est la facture qui n'est pas du tout payée, quelle est la facture qui est payée partiellement, quelle est la facture qui a été payée en trop, parce qu'en fait, on aura 4 situations différentes de celles que je viens de mentionner. Je sélectionne donc dans un premier temps la colonne comportant le montant facturé et dans un second temps, le paiement reçu. L'ordre de sélection est super important pour pouvoir effectuer votre opération. On va venir dans l'onglet ajouter une colonne, ensuite les opérations statistiques. Je vais venir ici prendre soustraire, n'est-ce pas? Et puis vous avez la soustraction qui s'est opérée là. On va redonner un autre nom à cette colonne. On va l'appeler tout simplement différence. Et puis on pourra à partir de cette colonne déterminer le statut, n'est-ce pas, de nos factures. On va venir ici ajouter une colonne conditionnelle en fonction de la valeur, de la différence. Cette colonne conditionnelle, comment est-ce que vous souhaitez qu'on l'appelle? On peut l'appeler tout simplement statut, n'est-ce pas? Facture, très bien. Ici, on va dire si le montant de la différence est égal à 0, donc si la différence elle est de 0, ça signifie que le paiement est complet, n'est-ce pas? La facture est intégralement payée. On va ajouter une autre conditionnalité. Ici, si la différence est négative, donc inférieure à 0, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le paiement a été effectué en trop, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a reçu un montant supérieur au montant de la facture, ce qui signifie tout simplement que le montant de la facture est inférieur au montant qui a été reçu. Donc là, c'est un paiement en trop. On va également ajouter une autre clause, une autre conditionnalité. On peut dire également que si le montant du paiement, donc payment, si le montant du paiement est égal à 0, ça veut dire tout simplement que la facture elle n'est pas payée. Facture non payée, n'est-ce pas? Et puis, dernière condition, on peut dire que si la différence, elle est supérieure à 0, n'est-ce pas? Si elle est supérieure à 0, cela signifie que le montant du paiement, il est partiel, paiement partiel. Si les 4 conditions, si on a une situation différente des 4 conditions, on mettra nul, mais normalement, les 4 conditions que nous venons de signaler ici, pour ma part, sont des conditions exhaustives. Pour moi, on pouvait même mettre paiement partiel dans cette partie où nous sommes en train d'inscrire le nul. Cliquons sur OK pour créer notre colonne conditionnelle. Nous avons donc les différents statuts. On peut vérifier que nous avons bel et bien fait un bon travail. Sélectionnons pour tester des factures qui connaissent un paiement complet, n'est-ce pas? On devrait normalement avoir des différences complètement nulles, des différences de 0. C'est exactement ce que nous avons. Je pense que notre travail, il est plutôt bien fait. Si nous voulons, on peut prendre une deuxième situation. Prenons le cas, n'est-ce pas, des paiements en trop. Normalement, ce sont des paiements pour lesquels la différence, elle devrait être négative. Je pense que c'est exactement le cas, n'est-ce pas? C'est excellent. Moi, je pense qu'on peut avancer. Je vais tout simplement supprimer cette étape de filtre sur les lignes. Et à présent, on va s'intéresser uniquement aux paiements qui sont soit incomplets, soit aux factures qui ne sont pas du tout payées. Parce que c'est justement celles-là qui nous intéressent, les factures qui n'ont pas été payées ou encore des factures pour lesquelles le paiement il est partiel. Donc, je retiens ces deux lignes-là. Et puis, on va continuer à affiner notre raisonnement.
Alors, à ce niveau, on va s'intéresser aux factures qui sont en retard de paiement. Et puis, le retard de paiement, on ne peut l'identifier qu'en fonction des conditions, des délais de paiement qui sont accordés au client. Donc, voici la date d'émission de la facture que nous avons ici sur l'extrême gauche. Et on peut faire ressortir dans une colonne séparée la date limite de paiement. On va supposer que la date limite de paiement, c'est la date d'émission de la facture plus 30 jours. Donc, les factures doivent être payées 30 jours après l'émission de la facture. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une colonne personnalisée en fonction de la date des factures. On va ajouter ici colonne personnalisée. Et la colonne personnalisée, ce sera tout simplement la date de la facture, des invoice. On va ajouter 30 jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. On va voir le résultat de cette opération. Alors, comme vous le constatez, il me met des erreurs partout, ce qui se comprend aisément parce que l'opération qu'on vient de faire, eh bien, c'est sur une date. On a ajouté une valeur entière, 30 jours, à une date et du coup, il a du mal à se retrouver. Donc, on va revenir sur cette étape. Je pense même qu'on peut renommer cette colonne. On va l'appeler date limite tout simplement. Et puis, si je reviens sur l'étape de détermination de la date limite, je clique sur cette icône d'engrenage afin de faire une petite modification sur la formule de colonne personnalisée. Ici, on est obligé de faire recours à une formule qui va nous permettre de convertir les dates d'abord en nombre dans un premier temps, ce qui nous permettra de faire l'addition. Et puis, à la fin, on va devoir reconvertir le résultat en date. On est bien obligé. Heureusement que l'intelligence de Power Query nous aide dans cette opération. On va donc utiliser la formule ou alors la fonction du langage M de Power Query. Cette fonction, c'est numberFrom, qui va donc convertir les dates en valeurs, n'est-ce pas? Je vais ouvrir les parenthèses pour lui indiquer que l'argument que je souhaite utiliser ici, c'est l'argument dateInvoice. Donc, je pense que là, il nous dit aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser les fonctions du langage M de Power Query, vous vérifierez que ce message s'affiche aucune erreur de syntaxe. Parce que si ce n'est pas le cas, il est fort probable que votre fonction ne soit pas bien saisie dans la barre de formule. Donc, on va cliquer sur OK. Et je pense qu'à présent, c'est plutôt bon comme résultat. Nous avons ici des nombres qui renvoient à des dates. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tout simplement convertir ici en date. On va cliquer là pour avoir des dates. Et nous avons ici des dates limites de paiement. Qu'est-ce qu'il nous reste à présent à faire? On va devoir rapprocher cette date limite de paiement avec la date du jour et le faire de manière dynamique pour que lorsqu'on se retrouve demain à une autre date, qu'il nous suffise d'actualiser notre document pour avoir le résultat du rapprochement. Donc pour avoir la date du jour, je vais créer une nouvelle colonne. On va aller une fois de plus dans la colonne personnalisée et puis on va devoir insérer une formule pour avoir la date d'aujourd'hui. Donc pour le nouveau nom de colonne, je vais l'appeler date du jour. Je pense que vous êtes d'accord. Avec cette appellation, on va dire tout simplement date du jour. Maintenant, pour la formule qui nous permettra d'obtenir la date du jour, on va se servir également d'une formule ou alors d'une fonction qui se trouve dans le langage M. Alors, cette fonction, c'est dateFrom, n'est-ce pas? From quoi? On va ouvrir les parenthèses pour lui indiquer l'argument que nous souhaitons utiliser pour obtenir la date. Eh bien, c'est l'heure du jour. L'heure du jour, c'est dans la fonction datetime_local_now. Vous voyez que ces fonctions du langage M sont complètement en anglais et on est obligé d'apprendre un tout petit peu la langue pour pouvoir s'en sortir. Je vais donc ouvrir et fermer les parenthèses parce que la fonction de date du jour, datetime_local_now, n'a pas d'argument. C'est un peu comme la fonction aujourd'hui dans Excel. Je vais donc fermer les parenthèses à nouveau. Il nous dit aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Super. Je clique sur OK et vous voyez que là, on aura une colonne qui comprend la date du jour. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire à présent? Il faut tout simplement comparer la date limite avec la date du jour. Et au cas où la date limite est antérieure à la date du jour, eh bien, cela signifierait tout simplement que la facture est en retard de paiement. Dans le cas contraire, la facture est tout simplement en cours et n'est pas du tout en retard. Changeons déjà le type de données ici pour mettre le type date parce qu'il s'agit effectivement d'une date. Je vais donc devoir créer une colonne conditionnelle pour pouvoir confronter les deux informations, date limite et date du jour. Dans cette colonne conditionnelle, donc ici on dira si
la date limite est antérieure à la date du jour, n'est-ce pas? Si la date limite est antérieure à la date du jour, alors qu'est-ce qu'il faudra dire? Il faudra dire retard ou alors facture en retard. C'est peut-être mieux de mettre facture en retard. Dans le cas contraire, on dira facture en cours, n'est-ce pas? Je vais donc cliquer sur OK et nous avons une nouvelle colonne qui est créée, n'est-ce pas? On va vérifier que tout fonctionne normalement. Je vais donc faire un filtre ici et ne retenir que les factures qui sont en retard pour m'assurer qu'effectivement, ce sont des factures pour lesquelles la date limite est bel et bien antérieure à la date du jour. Vous allez remarquer que dans les différents cas que nous avons ici, c'est bel et bien le cas, n'est-ce pas? La date limite est antérieure à la date du jour. Maintenant, prenons le cas inverse, des factures qui sont en cours et qui ne sont pas en retard. Ce devrait être des factures pour lesquelles la date limite est postérieure à la date du jour. Et c'est exactement ce que nous avons. Alors, cette date limite, je souhaite la déplacer tout près de la date d'émission de la facture. Très bien. Et puis, à la fin, je souhaiterais uniquement retenir les factures qui sont en retard. C'est celle-là qui m'intéresse en priorité parce que je souhaite faire un suivi et relancer mes clients qui sont en retard, n'est-ce pas, de paiement. Et puis, à la fin, maintenant, il convient de retenir les colonnes qui feront partie de mon reporting final. Je vais retenir la date d'émission de la facture. Ça, c'est une information importante. La date limite également, le numéro de facture, le montant, n'est-ce pas. Je maintiens le doigt appuyé sur le bouton contrôle, sur la touche contrôle, n'est-ce pas? Ensuite, quelle autre information me semble pertinente? Il y a le montant du paiement qui a été reçu, la différence et puis le statut de la facture. Pour ce qui est des autres colonnes, je n'en ai pas plus besoin que ça. Je vais donc faire un clic droit. Ensuite, on va supprimer les autres colonnes. On retient uniquement celle-ci, n'est-ce pas? Et puis, on va déposer ça sur Excel. Je viens sur Fichier, Fermer et charger dans un premier temps. Je vais d'abord charger cela comme connexion, sachant que j'ai d'autres requêtes que je ne souhaite pas afficher sous forme de tableau. J'établis d'abord une connexion pour toutes ces 4 requêtes. Et puis, je vais venir ici prendre la requête rapprochement. On fait un clic droit. On prend charger dans. Et puis, on va charger ça comme tableau sur la feuille existante. On va mettre cela dans la cellule A2. Très bien. Et puis, je clique sur OK. Et voilà notre reporting des factures en retard de paiement. Pour vous montrer que ceci est totalement dynamique, je vais aller dans la requête de source. On va donc faire un clic droit, modifier. On va changer tout simplement la source pour récupérer un nouveau fichier, des factures et puis des paiements qui ont été reçus. On va aller sur l'icône d'engrenage de l'étape de source. On va tout simplement changer le chemin d'accès du fichier, prendre un nouveau fichier, n'est-ce pas? Et puis on l'importe, je clique sur OK. Je ferme la fenêtre en conservant les modifications que je viens d'appliquer. Et puis je vais actualiser ma requête de rapprochement. Il me suffit de venir sur la requête de rapprochement. Je clique sur le bouton actualiser et observez bien pour voir le changement qui va être opéré sur ma gauche. Super! Et voilà mon reporting sur les factures en retard de paiement qui viennent tout simplement d'être mises à jour. Alors, si tu es encore avec moi jusqu'à cet instant de la vidéo, cela signifie que c'est un sujet qui t'intéresse, Power Query. Je suis certain que tu souhaiterais être autonome dans la transformation de tes données. Alors, si tu souhaites gagner du temps sur Excel, automatiser les travaux qui sont répétitifs et fastidieux, je t'invite à aller dans la description et à mettre ton adresse email dans la liste d'attente de la formation Maîtriser Power Query de débutant à expert. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi et active les notifications afin de ne rater aucune vidéo qui t'aidera à monter en compétences en compta et sur Excel.